Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus sur Viviane Lalande, la voix derrière Syllabus, l'une des principales chaînes YouTube de vulgarisation scientifique. Avec ses vidéos, elle rend la science accessible à tous en explorant des questions très concrètes et parfois inattendues. Son portrait dans un instant. Et puis quand elle vient sur ce plateau, elle a toujours une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus, bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? D'un sujet brûlant, est-ce que les chatbots d'IA pourraient d'ici peu influencer l'opinion publique d'un côté ou de l'autre du spectre politique? On va se poser la question essentielle tout à l'heure. Pour notre sujet du jour, on va s'intéresser à la lecture. Le constat n'est plus à faire. La lecture perd du terrain et l'appétit des enfants pour les livres diminue. Enseignants et parents cherchent des alternatives et ça tombe bien puisque nous vous proposons d'en découvrir une aujourd'hui. Une application ludo-éducative pensée pour réenchanter la lecture. C'est avec Emmanuel Guimberteau. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes directeur de la communication chez Jacotop. On découvre... Jocatop, pardon, excusez-moi. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Elle vulgarise la science depuis des années par son contenu accessible et pédagogique. Viviane Lalande partage sur sa chaîne YouTube Syllabus des réponses à nos questions du quotidien. Avec plus d'un demi-million d'abonnés à ce jour, la jeune femme se distingue en rendant accessible le monde scientifique au plus grand nombre. Elle est notre influenceuse du jour, signée Dylan Kohler. Aujourd'hui, zoom sur Viviane Lalande, la créatrice de la chaîne YouTube Syllabus, véritable bijou pour les passionnés de sciences. Diplômée de l'Université des technologies de Belfort-Montbéliard, cette docteure en biomécanique combine rigueur scientifique et talent pédagogique en rendant accessible une quantité de notions complexes. Aussi dynamique que chaleureuse, elle captive aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés depuis la création de sa chaîne en 2013. Syllabus, c'est avant tout une vision du monde sous l'angle scientifique. Viviane aborde des sujets variés, allant des phénomènes physiques du quotidien aux grandes questions sociétales comme les changements climatiques ou l'impact des nouvelles technologies. Chaque vidéo regorge d'informations toujours aussi claires que ludiques. Chaque thématique est illustrée par des expériences concrètes ainsi que des animations captivantes. Une touche visuelle qui rend la science vivante et compréhensible pour tous. Est-ce que c'est une légende ou pas que des gens glissent régulièrement sur des pots de banane et tombent du coup? Est-ce qu'en France, une personne est déjà tombée parce qu'elle a marché sur une peau de banane? Enfin, ça me rend fou. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va explorer le mythe et voir si, alors même que c'est pas très glissant de prime abord, est-ce que en réalité c'est très glissant? Et donc on va faire un test de glissitude. Mon Dieu! Allez, ce test de la planche inclinée, il est utilisé pour déterminer quel est le coefficient de friction d'un couple d'objets. Donc ici, la banane et la planche. Donc ça veut dire que techniquement, ma chaussure est plus glissante que la banane. C'est mal parti pour le mythe de la banane qui glisse quand même. Viviane n'hésite pas à s'attaquer également aux enjeux majeurs de notre société, comme l'importance de l'éducation scientifique dans un monde en perpétuelle évolution. Son objectif est simple, montrer que la science peut être un outil puissant pour comprendre et améliorer notre quotidien. Alors si vous aimez apprendre, réfléchir et vous divertir, n'hésitez pas à faire un tour sur Syllabus. La science à la portée de tous, voilà comment résumer la chaîne YouTube de Viviane Lalande, chaîne qui s'inscrit d'ores et déjà comme référence incontournable dans son domaine. Selon les évaluations du ministère de l'Éducation nationale, seuls 67% des élèves de CM1 comprennent correctement un texte lu seul. Un chiffre qui interroge alors même que les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans et à la maison et de moins en moins avec un livre entre les mains. Alors comment mieux les accompagner dans l'apprentissage de la lecture? Comment lutter contre le recul du temps consacré aux livres? Et surtout comment réinventer la manière de transmettre le plaisir de lire? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Emmanuel Guimberteau, directeur de la communication chez Jocatop. Aujourd'hui, Emmanuel, je le disais, vous venez nous parler d'une application qui accompagne les plus jeunes dans cette merveilleuse aventure qu'est la lecture, que vous allez nous présenter tout de suite. Qu'est-ce qu'est Vocalire, justement? Vocalire est une application qui permet d'avoir une lecture audio
d'une œuvre intégrale. À l'école primaire, les enfants doivent étudier plusieurs œuvres au cours de leur scolarité. Ce sont des œuvres originales qui font à peu près une centaine de pages, un petit peu moins pour les plus petits. Et donc il y a des textes à étudier, mais il y a aussi des œuvres intégrales, et c'est ce qu'on appelle la littérature jeunesse. Il y a 3 ans, les éditions Jocatop ont créé une collection qu'on appelle Jocalire, qui permet d'avoir une diversité du CPO-CM2 pour l'apprentissage de la lecture. Et depuis cette année, depuis 1 mois, nous avons conçu une application qui s'appelle Vocalire et qui permet d'avoir la version audio de la lecture papier, ce qui est fondamental pour les enfants, notamment les enfants en difficulté avec la lecture. Alors on va en parler plus en détail, mais quelle différence du coup entre Vocalire et un simple livre audio ? Alors Vocalire, la différence majeure, c'est que cette application s'utilise à la fois à l'école et à la maison, et c'est l'enseignant qui va piloter ça. C'est-à-dire que lui, il va en faire un véritable outil pédagogique. L'audiolivre, l'enfant, s'il écoute une lecture à travers un audiolivre, il va être un petit peu en état de solitude avec cet objet. Je ne dis pas qu'il n'en fera rien, il pourra le faire ne serait-ce que pour le plaisir, et c'est déjà fondamental pour la lecture. Mais là, nous, on a conçu une application qui permet à l'enseignant d'utiliser l'application selon plusieurs scénarios, dans plusieurs circonstances. Il peut permettre, par exemple, à l'enfant d'écouter seul dans son coin le livre. Il y a un environnement sonore, d'ailleurs, en plus de la lecture qui est faite par un acteur. Mais il peut aussi lui demander de relire certains chapitres à la maison, avec des codes partagés avec la famille. Donc, en fait, l'intérêt pédagogique est très lié à l'intention de l'enseignant. Et je le redis donc, les enfants qui sont en difficulté avec la lecture sont en situation de réussite, du moins nous l'espérons. Parce qu'il y a différentes manières de lire. Il y a le papier, évidemment, la lecture silencieuse dans sa tête. Il y a la lecture orale avec le livre papier, la lecture devant les autres, ce qui n'est pas toujours facile pour les enfants en difficulté. Mais il peut y aussi avoir une manière différente de lire, qui est celle qui consiste à écouter et en suivant le livre, et en plus en ayant le défilement du texte sous les yeux. Alors vous dites justement que l'enfant peut alterner entre une lecture silencieuse et l'écoute. Qu'est-ce que ça change dans la manière de vivre une histoire ? Alors, je le répète encore une fois, les enfants en difficulté, pour eux c'est fondamental parce qu'ils ont des fois tout simplement des difficultés à déchiffrer. Donc là évidemment l'audio leur apporte ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec leurs yeux. Ils l'entendent, mais il y a en plus l'environnement sonore qui vient apporter un contexte et puis qui vient donner donc encore plus d'envie parce que ça crée un univers, un environnement qui met les enfants ou qui aide les enfants à entrer encore un peu plus dans l'imaginaire. C'était important pour vous de garder le support papier comme point d'ancrage et de ne pas proposer un outil purement numérique ? Oui, bien sûr. C'est la base de l'apprentissage. À l'école, le papier ne remplacera jamais le numérique, ne sera jamais remplacé par le numérique. Donc il faut absolument que les enfants apprennent à lire avec un livre au format papier et qu'ils continuent à apprendre la lecture, à découvrir la lecture et à l'apprécier grâce au format papier. C'est pour ça qu'on a créé cette collection, donc Jocalire. Là, c'est un exemplaire qui vient de sortir, ça s'appelle la Joconde, à l'intérieur duquel on trouve un petit QR code. Et c'est ce QR code qu'on va flasher avec un téléphone et qui va donner immédiatement accès à la version audio du livre que les enfants ont à l'école. Et justement, comment un enfant ou un enseignant accède à cette application ? Sur quel support ? Vous avez parlé du smartphone, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc le smartphone, c'est le plus évident parce que tout le monde a son smartphone dans la poche. Donc de manière très concrète, l'enseignant, il flash le QR code, il met son téléphone en lien avec une enceinte et puis il peut faire écouter à l'ensemble de la classe la lecture audio du livre. Mais il peut aussi utiliser le Vocalire comme une web application et il va sur un espace qui est le Jocastor, qui est un espace qu'on a conçu nous-mêmes, qui est un espace qui accueille des applications et notamment Vocalire. Et là, il va retrouver les mêmes fonctionnalités, mais sur son ordinateur. Alors, comment est née l'idée de Vocalire ? Vous avez parlé bien évidemment des enjeux d'accessibilité et d'inclusivité, mais est-ce qu'il y avait autre chose derrière ce projet ? En fait,
on se rend compte d'une manière générale qu'avec les enfants qui sont des enfants du 21e siècle, peut-être même, c'est encore plus vrai depuis quelques années, qu'on a besoin de diversifier les manières d'apprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté avec la lecture, et notamment lorsque cette lecture, elle est assez conséquente, lorsque les textes sont longs, lorsque les exigences sont importantes. Donc, on a deux manières d'aborder les choses. Soit on se dit c'était mieux avant, il faut revenir à ce qui était avant, et puis on matraque de séances de lecture et on remplace beaucoup de choses, finalement, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Ou alors, on essaie de se dire, ouvrons un petit peu l'éventail pédagogique et on essaie d'avancer avec son temps et de proposer aux enfants des différentes manières d'apprendre. En lecture, l'audio maintenant, ça fait partie intégralement de la pédagogie des enseignants, et puis ça fait partie intégralement aussi de ce que font les gens, le grand public. D'où l'utilité d'ailleurs de partager Vocalire aux parents. Et qu'est-ce que l'audio apporte selon vous que ni le papier seul, ni les écrans ne peuvent offrir ? Je vais parler d'intelligence multiple. On parle beaucoup de ça à l'école en ce moment. Il y a des enfants, typiquement, on dit, pour résumer un peu les choses, il y en a qui sont plutôt visuels, d'autres plutôt auditifs. Bon, en réalité, il y en a qui sont qui ont davantage d'appétit pour tout ce qui est artistique, la musique, ensuite les arts visuels, ou qui vont avoir une capacité plus grande à raisonner, en mathématiques par exemple. On sait que tout le monde n'a pas les mêmes, tout le monde n'a pas autant de facilité dans tous les domaines. Ce qui est une manière un peu négative de dire, c'est pour ça que je préfère parler des intelligences multiples. Et il y a des enfants pour qui l'audio, c'est vraiment quelque chose qui les aide à entrer dans la compréhension, lorsque le papier, ou en tout cas la lecture silencieuse, la lecture des mots, ne leur suffit pas. J'ai une question, moi. Qu'est-ce qui, selon vous, est important dans le fait d'apprendre à lire ? Je veux dire, historiquement, ça fait 5 siècles qu'on lit plus qu'avant. Qu'est-ce qui est décisif ? Est-ce qu'en effet, les podcasts ou les livres audio vont pas vous apprendre, vont pas éveiller l'imaginaire ? Voilà, qu'est-ce qui est particulier dans l'expérience de lire ? L'expérience de lire, moi je commencerai presque par la fin, parce que quand je dis par la fin, c'est en tout cas ce qui a été la fin pendant très longtemps, c'est le plaisir. Avant, on commençait vraiment par la mécanique en se disant il faut absolument qu'ils apprennent à lire, donc on y va avec la méthode syllabique à fond, ce qui est une très bonne méthode, bien entendu, mais on ne se posait pas la question de savoir si un enfant prenait plaisir. Donc ça donnait papa fume la pipe, des phrases qui n'ont pas tellement d'intérêt, pas tellement de sens concret par rapport à la vie des enfants. On ne pensait pas au plaisir, on pensait vraiment à la mécanique de la lecture. Et puis plus tard, on se disait, après la mécanique mise en place, on aura le plaisir qui se développera. Là, on est dans une démarche qui est complètement différente. En fait, on essaie de prendre tous les supports qui sont possibles, et puis on se dit, mais il faut que dès le début, les enfants soient dans le plaisir de lire. Ça commence à la maternelle, lorsqu'on lit des livres aux enfants, qu'on leur présente des albums, qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur fait raconter aussi des histoires. D'ailleurs, ça pourrait être une évolution à venir dans Vocalire. Pourquoi pas permettre aux enfants plus tard de s'enregistrer et de raconter eux-mêmes une histoire ? Il y a énormément aujourd'hui de concours de lecture, les Olympiades de la lecture à l'échelon national, qui consistent à faire lire les enfants et de repérer des très très bons lecteurs qui vont savoir mettre en valeur les lectures, et donc on va à travers ces valeurs repérer leur plaisir de lire. Et je reviens, c'est quelque chose qui pour nous est pratiquement la priorité. Et générer l'écriture sans doute aussi, le désir d'écrire. Et on va en parler. On marque une courte pause dans nos discussions et on revient juste après pour continuer à parler de lecture et de découverte des histoires avec Vocalire. C'est tout de suite après un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est toujours le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Dylan Kohler.
voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Emmanuel Guimberteau, directeur de la communication chez Jocatop. On continue à parler de l'importance de la lecture dès le plus jeune âge et de ce qu'elle apporte, vocabulaire, compréhension, développement des compétences linguistiques. C'est tout de suite après la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous abordez aujourd'hui une question sensible. Les chatbots d'IA sont-ils en passe de devenir des moteurs d'influence toujours plus puissants dans la formation de l'opinion publique? On les utilise quotidiennement, que ce soit ChatGPT, Mistral ou Grok, et notamment pour obtenir des éclairages quant aux sujets les plus controversés de l'actualité. Alors, une question se pose évidemment, quel rôle joue et quel rôle joueront bientôt ces chatbots dans la polarisation de nos opinions et le renforcement de certains biais. Alors, pour y répondre, j'ai comparé les deux géants de l'IA générative, ChatGPT et Grok. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez donner à nos téléspectateurs quelques éléments de contexte? Alors oui, petit retour au basique. On se souvient, ChatGPT est lancé en 2022. C'est le bébé d'un quatuor de choc. Niveau politique, Elon Musk, qu'on connaît pour ses positions plutôt libertariennes, anti-woke. Sam Altman, lui qui est libéral progressiste, plutôt centre-gauche sur l'échiquier politique américain. Il y a Sutskever et Greg Brockman, eux ils sont beaucoup plus discrets sur le terrain politique. Mais des dissensions éclatent en février 2018. Elon Musk va quitter OpenAI. Et 5 ans plus tard, en 2023, il lance sa propre IA. Elle s'appelle Grok. Elle est intégrée à X, ex-Twitter, donc influencée indirectement par les chambres d'écho algorithmiques et la polarisation qui en résulte. À quelle fin ? Musk entend lutter contre le virus de la pensée woke supposément porté par ChatGPT et répondre aussi à des questions que d'autres IA refuseraient. Et donc quand Musk déclare sur X que Grok est l'IA la plus marrante du web, eh bien c'est en retweetant le post d'un internaute qui se réjouit que Grok soit la moins censurée et du coup la moins régulée. Et on est typiquement sur le double registre utilisé par Musk, c'est-à-dire humour potache et en même temps sujet d'une grande importance. Si on se penche en particulier sur le sujet du wokisme, quelle différence y a-t-il entre les deux chatbots ? Alors, pour le savoir, j'ai fait simple. J'ai demandé à ChatGPT et à Grok de me dire avec humour si possible si l'IA d'OpenAI, ChatGPT, était woke. Alors, les réponses parlent d'elles-mêmes. Côté Grok, oh, ChatGPT est le woke, mais disons que c'est comme demander si un smoothie est trop bio. Il essaye juste de rester dans les clous d'une modération très Silicon Valley, mais disons qu'il est plus diplomatiquement éveillé qu'en mode manif arc-en-ciel. Alors, on ne sait pas bien ce que vient faire cette petite pointe d'homophobie finale, mais ok. Autour de ChatGPT maintenant, à propos de lui-même. Alors, on pourrait dire que ChatGPT est un peu woke, dit-il. Il a tendance à préférer le langage inclusif et les explications équilibrées plutôt que des coups de gueule. Certains trouvent ça progressiste, d'autres appellent ça juste éduqué. Donc oui, un peu woke aux yeux de certains, mais surtout programmé pour pas finir en bad buzz sur Twitter. Alors, on sent les petites guéguerres intestines. D'un côté, la couleur démocrate de la Silicon Valley qui est critiquée, de l'autre, le pic de ChatGPT sur Twitter. Est-ce qu'il y a eu déjà des tollés quant aux réponses apportées par Grok ? Alors, les polémiques n'ont évidemment pas manqué. En juillet 2025, on se souviendra que Grok avait généré des propos antisémitisme allant jusqu'à des louanges d'Adolf Hitler. Alors, en réponse, Grok avait supprimé ces posts et affirmé qu'ils allaient renforcer les garde-fous. 2 mois plus tôt, en mai 2025, Grok avait relayé une théorie complotiste véhiculant l'idée d'un génocide blanc en Afrique du Sud. Mais pareil, là aussi, Grok s'était engagé publiquement à corriger les paramètres pour éviter ces dérapages. Qu'en est-il aujourd'hui et comment Grok répond à ces questions polarisantes ? Eh bien, de façon mesurée. J'ai interrogé ChatGPT et Grok sur le sujet de l'immigration aux États-Unis à la lumière des positions de Donald Trump. Et là, les deux IA tombent d'accord. Elles sont très proches, notamment sur la croissance. Elles vont parler d'une immigration qui augmenterait le PIB de 2 à 3% sur le long terme, ou sur l'emploi des immigrés qui composent près de 20% de la main-d'œuvre américaine. Mais ils ont aussi cité les inconvénients potentiels de l'immigration en matière de concurrence sur les bas salaires, par exemple. Donc c'est un discours qui étudie un peu les deux côtés
côté, inconvénients et avantages. Et ce sens de la mesure chez Grok a même provoqué l'hilarité quand en 2023, l'influenceur malaisien d'extrême droite Yan Miles Chong essayait de piéger Grok avec la question suivante: les personnes trans peuvent-elles être considérées comme des femmes? Et Grok répondait invariablement oui, ce qui ne faisait pas l'affaire de l'influenceur malaisien. Donc peut-être qu'on peut dire jusqu'ici tout va bien, mais c'est peut-être aussi le jusqu'ici tout va bien du type qui tombe d'un gratte-ciel et qui se le répète à chaque étage. En tout cas, il faudra être plus que jamais vigilant, plus que jamais attentive à ce sujet dans les temps à venir. Bref, derrière les lignes de code, ce sont aussi des lignes de fracture idéologique qui se dessinent. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On poursuit nos discussions dans la seconde partie du talk. Et c'est donc toujours avec mon invité Emmanuel Guimberteau, directeur de la communication chez Jokatop, avec qui on parle de la nouvelle application Vocalire qui permet de lire des livres audio en même temps que le support papier. Alors justement, à propos de votre catalogue, est-ce que cela concerne tous vos livres? Et de manière générale, quels genres littéraires sont proposés dans votre catalogue? Alors on a, comme je l'ai dit, on a créé il y a un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans, une collection qui s'appelle Jokalire et qui est pour les enfants du CP jusqu'au CM2. On a environ une douzaine d'ouvrages, ce qu'on appelle donc à l'école des œuvres intégrales, et toutes ces œuvres sont au catalogue de Vocalire. Alors on a des genres très différents, on a du roman d'anticipation, on a du roman historique, on a aussi des univers qui nous emmènent vers le monde du cirque, le monde de l'art, le monde de l'écologie, mais aussi le monde de la mer, avec une nouveauté ici, les chroniques de Thalassa, une vingtaine de textes sur la mer. Et ces œuvres représentent des environnements et des centres d'intérêt différents des enfants et qui ont toujours pour ambition de les emmener dans la lecture plaisir et l'imaginaire. Alors si je comprends bien, ça veut dire que tous les livres que vous éditez aujourd'hui ont ce petit QR code qui permet d'avoir la lecture audio, c'est bien ça? Oui, absolument. Ou dans le classeur, parce que certaines œuvres, évidemment, ont été éditées avant Vocalire. Donc, à ce moment-là, on rajoute dans le classeur pédagogique le QR code. Mais les nouveaux livres intègrent ce QR code qui n'a plus qu'à être flashé par les enfants à l'école, plutôt par l'enseignant, ou par les parents à la maison. J'ai une petite question. Pourquoi pas avoir intégré, si je comprends bien, les classiques de la littérature à votre collection? Alors, nous sommes notre propre éditeur. Nous travaillons, en fait, chez Jokatop, on est indépendant complètement. On travaille toute la chaîne éditoriale, depuis la relation avec l'auteur jusqu'à l'édition du livre et pour certains produits jusqu'à la fabrication. L'application Vocalire, par exemple, a été complètement développée par les développeurs, par le service R&D de Jokatop. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de pertinence d'intégrer des œuvres plus anciennes, mais ce ne sont que des œuvres originales avec des auteurs avec qui nous avons l'habitude de travailler, et d'ailleurs pas seulement en littérature. On a des auteurs qui travaillent avec nous dans d'autres matières ou d'autres domaines, comme l'étude de la langue pour le français. Est-ce que vous avez tout de même vocation, à terme peut-être, une fois que l'application sera un petit peu plus développée, d'intégrer des livres d'autres maisons d'édition pour élargir justement le champ d'action de l'application, ou ça reste vraiment interne? Oui, pour l'instant, l'intention est simplement de rester interne. On va continuer à développer cette collection et on va l'étoffer tous les ans. On est allé très vite tout de même, parce qu'en 2 ans et demi plutôt, on en a à peu près une douzaine. Donc il faut déjà les écrire, les livres. Ça, c'est le travail des auteurs. Puis après, il faut les éditer. Il faut aussi, là je ne l'ai pas amené, mais il y a un classeur pédagogique pour accompagner l'œuvre, parce qu'on est quand même sur du travail de classe. C'est là que ça nous distingue un petit peu du grand public. Donc tout ce travail, il est aussi à faire. Et on ne peut pas évidemment produire autant qu'un éditeur qui serait simplement un éditeur de littérature. Nous, on produit, on a 250 références à notre catalogue de produits pédagogiques. Donc, et parmi ceux-là, on a beaucoup de littérature. Et est-ce que justement, dans la voix qui va narrer l'histoire, est-ce que cette voix, elle peut aussi, elle va plus loin? Est-ce qu'elle pose des questions aux enfants pour la compréhension? Ou ça reste vraiment exclusivement le travail de l'enseignant avec justement les fiches qui accompagnent les ouvrages? Non, je pense que c'est une autre manière de lire, comme je l'ai dit. Donc l'enfant peut lire dans sa tête, l'enfant peut lire tout haut, l'enseignant peut lire aux enfants, et puis une autre voix
que celle que l'enfant a l'habitude d'entendre peut lui faire découvrir d'autres choses de la lecture. Si on ajoute à ça l'environnement sonore qui n'existe pas, des bruits d'animaux, des bruits de la nature, des bruits... si on est dans un environnement urbain, on va entendre des voitures, on va entendre tous les bruits du quotidien qu'on ne va pas, évidemment, qu'on va devoir se représenter que lorsque c'est une lecture qui est faite en classe. Donc là, c'est pratiquement un nouvel univers pour les enfants. Est-ce que l'accès audio est inclus dans l'achat du livre ou est-ce que vous avez un système d'abonnement supplémentaire pour pouvoir accéder à ces audios? Non, c'est inclus. Un livre comme celui-ci coûte 7,90 € et dedans, on a l'accès gratuit à Vocalire, que ce soit pour l'école, mais aussi pour la maison. C'est un outil que vous avez imaginé initialement pour une écoute collective en classe ou plutôt pour une écoute individuelle pour les élèves? Il a été conçu d'abord vraiment pour être tout à fait transparent, pour une écoute collective. L'idée de départ, c'était de se dire, voilà, c'est simple, on a le téléphone, on scanne le QR code, on le met sur l'enceinte de l'école, et c'est parti, on fait écouter aux enfants, ce qui est déjà une autre manière de lire. De fil en aiguille, à force d'en avoir parlé au sein du service éditorial et en échangeant avec certains auteurs, eh bien, on a eu l'idée de faire ce prolongement aux parents, et puis aussi d'accompagner les lectures d'un environnement sonore, donc donner une valeur supplémentaire à l'application. Est-ce que l'IA pourrait jouer un rôle un jour dans la lecture audio, dans le fait de la personnaliser aussi? Est-ce que vous intégrez déjà de l'IA? On intègre un petit peu d'IA, oui. En tout cas, on est sur cette innovation. Il faut savoir aujourd'hui que là, on a travaillé avec un studio d'enregistrement. Ce sont des acteurs qui ont lu les textes. Mais il existe aujourd'hui des intelligences artificielles qui permettent de se substituer, quoique pas tout à fait finalement, parce qu'il y a aujourd'hui des lecteurs, des acteurs qui vendent leur voix à des studios qui font à partir de leur voix une intelligence artificielle qui reproduit leur voix. Donc on se sent moins coupable d'une certaine manière de le faire, puisque ce sont toujours les acteurs qui sont rémunérés, ce qui pour nous est fondamental. Nous qui travaillons avec des auteurs, le respect des droits d'auteur, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'ils le sont autant que s'ils interprétaient véritablement? Économiquement, j'en sais rien, très honnêtement, je n'en sais rien. Après, il faut bien reconnaître qu'au-delà du côté économique, ça représente aussi un énorme atout qui est le temps que ça prend. Ça va beaucoup plus vite. Si on doit refaire un enregistrement, on n'a pas besoin de se redéplacer. Enfin, bon, je vais arrêter parce que ça va faire peur à tout le monde. Hein, mais c'est vrai que là, il y a des prolongements dans l'avenir qui sont absolument incroyables et qu'on est bien obligé un petit peu de s'accaparer. On ne peut pas être les seuls petits Gaulois de notre village là à ne pas y consacrer du temps et de l'énergie. Bon, en tout cas, on le répète souvent ici, l'IA reste un outil, elle ne nous remplacera pas complètement, on apprend juste à travailler avec elle. Emmanuel Guimberteau, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes donc directeur de la communication chez Jocatop, venu nous présenter Vocalire, une application qui associe livre papier et lecture audio pour rendre la lecture plus vivante et accessible. Merci aussi à Jeanne Dreyfus pour ses chroniques. On se retrouve très vite sur ce plateau. Merci également aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, comme toujours, merci à vous de nous avoir suivis, d'être fidèles à l'émission. On se retrouve dès 12h30 demain sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.